Bonjour, c'est Kryptoni, j'espère que vous allez bien en ce lundi 22 avril 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler Bitcoin, pour parler crypto-monnaie, et on va entamer tout de suite les news du jour avec le halving, mais pas forcément le halving, on va parler surtout des frais de transaction liés au halving dans lequel on a explosé les statistiques. On a fait 120 millions de frais en fait sur la transaction, sur la journée du halving. Donc ce qui est énorme, on a éclaté 2 fois 2, quasiment le maximum précédent. Et c'est principalement lié à Rune. Rune, donc je pense que vous en avez entendu parler plusieurs fois. Si c'est pas le cas, je vais vous expliquer très rapidement ce que c'est et pourquoi ça a impacté les frais de transaction. Alors, c'est simple, vous connaissez peut-être les BRC20, les Ordinals, qui sont l'équivalent des NFT, mais en moins bien sur Bitcoin. Pour faire encore plus simple, c'est quoi? C'est des instructions qui sont notées sur un bloc. Voilà, j'essaie de faire vraiment au plus simple. C'est comme si on avait mis un post-it sur le bloc et ce bloc-là devient une forme de NFT qui représente le post-it qui est dessus. Ça n'a pas forcément un gros intérêt, on est très loin de la programmabilité des NFT, mais il y a une forme d'engouement autour de ça déjà depuis quasiment un an, et Rune est un protocole qui facilite l'utilisation et la structuration justement des BRC20. Et c'est le but aussi de Rune, et c'est un lancement qui a été fait par Kazé Rodarmor, pour ceux qui connaissent. Donc forcément, on a eu un gros engouement, une grosse communication autour du halving, parce que ça a été lancé au niveau du halving, et forcément, on a eu énormément de personnes qui sont battues pour minter sur ce bloc, et c'est à chaque fois le cas sur les années précédentes, mais cette fois-là, ça a été vraiment impressionnant. Ça a été à surveiller. Est-ce que je pense qu'il y a une utilité à Rune? Pas forcément. Est-ce qu'il y a de l'argent à se faire? Est-ce que c'est une forme d'investissement? Tout autant que les BRC20 et que les Ordinals, tout dépend en fait de qui vous êtes en termes d'investisseurs. On continue les nouvelles avec toujours Justinson qui est en combat contre la SEC. Je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, déjà depuis très longtemps, que Justinson, c'était un peu la dernière personne à abattre. Après, principalement CZ de Binance. Maintenant, c'est Justinson de Tron et tout son écosystème. On sait très bien que la pression qui est effectuée actuellement sur Tether vient aussi du fait qu'il y a 50 milliards de dollars qui sont stockés sur l'écosystème de Justinson, donc il y a une véritable volonté à appuyer et à essayer de faire tomber justement Justinson, à savoir que l'argument de la SEC pour savoir si oui ou non ils ont possibilité de pouvoir poursuivre Justinson, c'est d'expliquer qu'il a voyagé de façon intensive aux USA durant une certaine période, on parle de 365 jours, entre 2017 et 2019, ce qui est relativement faible, est suffisant pour déterminer que la SEC puisse justement poursuivre Justinson. Les avocats de Justinson définissent que la SEC n'est pas un régulateur mondial, ce qui est vrai, mais qui a du mal à faire passer d'ordre général ça aux USA. On continue dans les nouvelles, nous avons Grayscale qui continue à travailler sur son lancement d'un mini ETF Bitcoin dans lequel on aurait 0,15% des frais. A priori, il déposerait 10% des Bitcoins qui sont détenus par GBTC, le fonds principal qui a déjà été validé par la SEC, dans lequel on a 1,5% de frais, donc 10 fois moins de frais. Le but pour moi étant de dire, voilà, on a un nouveau produit, on l'alimente de 10%, ceux qui veulent peuvent y aller, ceux qui ont oublié qui sont chez GBTC et dans lequel on ponctionne 1,5%, bon, on les garde tout simplement en frais. Je pense que ça changera rien, parce que ceux qui veulent sortir de GBTC le font actuellement et vont tout simplement sur BlackRock ou Fidelity, donc pour moi il n'y a absolument aucun intérêt. Le seul intérêt qu'il peut avoir, c'est pour Grayscale en eux-mêmes, pour essayer de maintenir un maximum de Bitcoin sous leur gestion, pour pouvoir avoir des frais. Est-ce que ça a un intérêt fort pour nous? J'ai envie de vous dire absolument pas du tout. On continue dans les nouvelles avec ici, forcément on va parler de Tesla, d'Elon Musk, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont en train d'arriver, dans lequel on a vu Tesla s'est un petit peu effondré, et on a une forme de chaos, oui, on définit vraiment la notion de chaos autour de l'action Tesla. Alors ça, je vais juste sortir un petit peu, je vais utiliser cette nouvelle-là pour sortir un petit peu de la notion psychologique que l'on peut retrouver sur le marché actuellement. Forcément, on a eu pas mal de nouvelles récemment, à travers Israël-Iran, à travers Jérôme Powell qui a dit que tout compte fait, les taux de la Fed, ce sera pas tout de suite, et voire peut-être pas en 2024. Donc on a du FUD qui est en train d'arriver, on a une pression qui est en train de se mettre en place sur beaucoup de choses, et sur l'économie américaine principalement, et donc forcément ça veut dire qu'on voit tout mal, et là on parle de chaos, on parle des licenciements qui ont lieu principalement chez Elon Musk, avec 15 000 emplois qui ont été annoncés, qui vont être licenciés sur Tesla, mais encore une fois, la politique d'Elon Musk, c'est une politique
de spécialisation et de restructuration. Donc là, actuellement, il re-rentre dans une phase politique de restructuration, et ce qui est en même temps cohérent par rapport à la vision qu'il a. Mais ce qui va certainement rester, ça va être, encore une fois, cette notion de chaos. Parce que nous sommes dans une période où ça va mal, donc pendant X mois, ça va aller mal, donc toute nouvelle va être non plus bullish, mais va être bearish, et on change de casquette, et donc forcément, là, on prend du recul par rapport à tout ça, et vous allez voir que, de toute façon, en tous les cas, cette semaine va être très importante au niveau de la macroéconomie et au niveau de Bitcoin, forcément. On va avoir le bilan T1 au niveau du PIB, jeudi 24 avril, très très important. Le PMI service avril, PMI manufacturier demain, aussi, avril, donc très très important. Au niveau de l'économie US, et principalement vendredi, on aura les PCE Core qui vont sortir. Donc très grosse semaine, surtout que nous avons Microsoft, Alphabet, Meta, Tesla, IBM. Enfin voilà, on a vraiment des très gros qui sortent, et notamment les principaux que l'on retrouve sur les 7 Majestic, qui font quand même beaucoup au niveau du S&P 500, et pas que, et c'est plutôt logique d'avoir aussi une communication très très forte actuellement, qui est plutôt bearish, parce qu'on a eu un très gros retracement, on a un repricing qui a lieu à la baisse, avec l'absorption justement des annonces de Jérôme Powell, et on a les 7 Majestic qui maintiennent en fait ce cours-là, qui déterminent ce cours, c'est-à-dire que quand on regarde actuellement les 7 Majestic, et le Nasdaq et le S&P 500, on voit qu'on est à peu près identiques. Et clairement, ce qui va jouer actuellement, ça va être ça, cette courbe-là. D'accord ? On n'oublie pas qu'il y a un repricing qui a lieu. Jérôme Powell, voyez, tout simplement, nous a annoncé fin 2023 en nous disant, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, début 2024, on va commencer à mettre en place le pivot, et on voit que c'est pas le cas. Là, actuellement, on est en train de nous dire que ça va pas être peut-être même en 2024. Là-dessus, c'est le pricing qui a été effectué par le marché, on voit que c'était en mai, et moi personnellement, je vous avais dit déjà depuis un certain temps que certainement ça aura lieu en septembre, octobre, donc fin 2024, pour dire que, en effet, on commence à mettre en place le pivot de la Fed. Donc, le marché est en train d'absorber ça, le Nasdaq est en train de travailler les 17 100 points, il va falloir prendre du recul, on va avoir beaucoup de FUD qui va avoir lieu, malgré le fait que certainement on aura des bonnes nouvelles au niveau des résultats de Microsoft, Alphabet, Meta, Tesla, mais on a une vision qui sera forcément biaisée. En tout cas, le VIX est en train de redescendre un petit peu, c'est très léger, ça va être très intéressant de voir l'ouverture que l'on aura aujourd'hui. De toute façon, l'ouverture du marché américain va donner le ton pour la semaine. Je pense qu'on aura encore une continuité baissière, voire un petit retracement à la hausse, pour ensuite rechuter, d'accord, petit retracement comme ça, pour ensuite rechuter. C'est un petit peu l'idée. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Je pense que le marché n'est pas prêt encore à repartir, parce que on a remis la casquette, justement, bear, et donc, on assume le bear jusqu'à ce qu'on ait une forme de respiration, qui aura lieu certainement fin mai ou courant mai. Ça va être intéressant à surveiller sur le long terme. Mais clairement, qu'est-ce qui va se passer sur le Bitcoin ? Bon bah déjà, on a eu le halving, ça y est, semaine qui a été clôturée. Et historiquement, qu'est-ce qui se passe après le halving ? Toujours cette notion de fractalité, toujours important de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du marché, parce qu'on n'oublie pas que Bitcoin et la fractalité, ça a quand même un rythme. C'est tous les 4 ans, donc à un moment donné, c'est le seul actif où c'est programmé tel quel, que l'on a un rythme effectif qui structure l'évolution de ce protocole et donc de son prix. Et on voit quoi ? On voit que généralement les semaines qui sont après le halving sont des semaines plutôt de consolidation. D'accord, on voit plutôt des chutes, mais globalement moi je vois plus une consolidation. Pareil ici, donc on voit plus qu'on a toujours, et là c'est peut-être plus marqué, qu'on ait vraiment cette consolidation ici. Donc pour moi c'est tout à fait cohérent que l'on voit ici quelques semaines de consolidation, voire même de chute. D'accord, on pourra avoir quelque chose qui s'effectue comme ça, hop, hop. Pourquoi pas avoir renforcé l'idée de ranging qu'on a déjà depuis un certain temps, et que l'on retrouve court terme. Mais ce qui va être vraiment déterminant, et ça on le voit de toute façon quand on compare les cours actuels et justement la mise en place de la stabilisation au moment où on est arrivé au niveau de la TH, c'est quoi ? Bah, c'est au moment où on a eu une diminution des inflows au niveau des différents ETF Bitcoin, donc c'est-à-dire qu'il y a eu moins d'achat des institutionnels de Bitcoin, et on voit qu'on a toujours Grayscale qui continue à diminuer, hein, forcément Grayscale qui liquide ses parties de position, donc les personnes sont en train soit de prendre des profits, soit de transférer leurs fonds sur Fidelity et BlackRock, et ce qui va être intéressant de voir, c'est une fois qu'on aura terminé la partie réellement BlackRock, qu'est-ce qui va rester, et surtout que quand on aura un marché qui va être beaucoup plus positif, bah à ce moment-là, est-ce que oui ou non, on aura un redépart haussier au niveau des afflux ?
Je vous rappelle qu'en commentaire en description, vous avez une masterclass d'1h30 dans laquelle je vous explique toutes les différentes phases de ce qui va se passer, de comment gérer vos achats, comment gérer vos ventes. Je vous donne même des cryptos qui n'ont pas encore éclaté. Je vous explique absolument tout. C'est gratuit, c'est en description et en commentaire. Et en même temps, vous pouvez vous inscrire à la newsletter qui est aussi 100% gratuite et qui est hebdomadaire pour vous revoir le condensé de l'information. C'est en commentaire et en description. Et d'ailleurs, je vous ai effectué une super vidéo samedi sur ce qui va déterminer l'afflux des liquidités institutionnelles sur Bitcoin. Je vous la mets à la fin de cette vidéo, c'est très intéressant et très important de comprendre les différents éléments qui vont déterminer ça. Et court terme, au niveau de Bitcoin, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a quand même un renforcement très fort du ranging, hein, toujours bien présent. Toujours la partie basse qui a bien été travaillée. Est-ce que la réaction haussière, elle est plutôt avec du momentum? Non, en l'occurrence, on voit que ça a du mal en fait à pousser. Le RSI a beaucoup de mal. On n'arrive pas encore à prendre les liquidités nécessaires pour actionner en fait une forme de mini short squeeze pour aller retester potentiellement les 70 000. On en est quand même relativement loin et on a quand même beaucoup de mal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà court terme, on peut se dire que malgré l'accélération haussière qu'on est en train d'avoir, tant qu'on n'arrive pas à casser 70K et à rester au-dessus des 70K, bon bah la tendance elle est toujours à aller retester le plus bas, donc renforcer la liquidité dans la partie basse dans les 60 000, voire même aller chercher les liquidités qui se trouvent encore une fois entre 57 et 56. Je pense que la macroéconomie va énormément jouer dessus. Donc les fortes probabilités pour moi, toujours court terme, c'est d'aller chercher un petit peu plus haut avant un retest des 60K, à savoir que ce sera pour moi 69, voire potentiellement maximum 70, avant de retester les 60. Voilà l'idée que j'ai court terme, et c'est un petit peu ce qui est en train de se valider aussi au niveau de l'order flow. Quand on regarde au niveau de l'order flow, on voit que l'open interest est relativement flat, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'intérêt sur le marché. On a les positions des top traders qui se maintiennent, qui est plutôt positif d'ailleurs. Ça veut dire qu'on a un marché qui arrive à absorber justement cette accélération haussière et cette baisse. Donc ça veut dire que les positions sont plutôt hedgées. Et quand on regarde ici le funding rate, on voit qu'on a un funding rate qui est relativement flat. Donc pour moi, on reste tout à fait cohérent par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Au niveau des liquidations, pas grand chose à noter, hein. On a un petit peu à aller chercher en haut, c'est pour ça que je vous dis, aller chercher peut-être les 70, mais je pense que ce sera vraiment très fortement défendu. Et ensuite, on ira chercher la partie basse, un petit peu ce qu'on a vécu déjà depuis quelques semaines. Et je pense qu'on va continuer à vivre ça encore quelques semaines au vu de la macroéconomie générale que l'on a. Au niveau des alts, on a une dominance qui maintient toujours le BTC à un niveau au-dessus de 55, donc on a toujours un BTC qui est très fort. Les alts sont toujours en train de se structurer, hop, ça va être celui-là, tac. Aux fonctions de BTC, on voit qu'on a un petit redépart déjà depuis la mise en place du 14 avril, donc depuis dimanche, un petit redépart haussier qui est le mouvement que l'on est en train de ressentir actuellement. Ça reste quand même très faible. On voit quand on compare l'évolution que l'on a pu avoir dans la partie performance et sous-performance, on voit que ceux qui étaient en sous-performance de BTC étaient en surperformance générale, alors que maintenant, bah, ils sont bien dans la partie sous-performance, donc on a bien un réajustement du cours actuellement au niveau des altcoins, donc on pourrait avoir une forme d'accélération avant d'avoir justement une forme de respiration, un petit peu les deux temps que je vous ai expliqué tout à l'heure au niveau de BTC, forcément les altcoins vont suivre. Est-ce qu'on a quelque chose qui est en train de partir à la hausse tout seul? J'ai envie de vous dire non, c'est plutôt bien structuré, c'est quelque chose qui est plutôt cohérent, donc ça veut dire qu'on rentre dans une phase aussi d'incertitude et de respiration générale du marché, ce qui est plutôt cohérent par rapport à la période où nous nous trouvons. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.